Merci à tous d'être venus à cette conférence aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas votre première conférence, donc j'espère que vous avez encore un bon niveau d'énergie et que vous aurez plein de questions pour poser à Estelle tout à l'heure. Si vous êtes là, c'est qu'a priori, les sujets de stratégie RSE et de comment garder ces sujets prioritaires dans votre organisation sont des thématiques qui vous intéressent. Il faut savoir, donc nous, on est le cabinet Hatch, on est un cabinet de conseil en RSE. On travaille avec beaucoup de clients de plein de secteurs différents et de plein de tailles d'entreprises différentes. Et ce qu'on voit beaucoup en ce moment depuis quelques mois, c'est que les responsables RSE des entreprises pour qui on travaille n'ont pas forcément le moral au beau fixe. Et les sujets RSE en ce moment prennent plutôt un certain nombre de vents contraires. Entre le détricotage du pacte vert, le décalage de la CSRD, des obligations de reporting sur les sujets ESG ou même la volte-face des États-Unis sur les sujets environnementaux et sociaux, on sent que les temps sont un petit peu difficiles sur les sujets RSE. Et malgré tout, on essaie de faire face et on essaie de faire en sorte que ces sujets continuent à avancer dans les organisations. Donc aujourd'hui, pour parler de ces sujets-là, j'ai le plaisir d'avoir Estelle de Canva avec moi pour vous présenter comment on travaille chez Thom Group. Donc Thom Group, vous connaissez peut-être pas le nom de l'entreprise, mais vous connaissez forcément les enseignes et les marques. C'est Histoire d'Or, c'est Marc Orient, c'est Agatha. Donc c'est un leader français et européen de la bijouterie joaillerie. Et Estelle est directrice RSE chez Thom et ancienne directrice commerciale. Et on va discuter du coup avec Estelle sur comment faire en sorte que ces sujets restent bien gérés à un niveau prioritaire dans l'organisation et en particulier au niveau du COMEX. Donc juste avant de commencer, je veux juste bien faire un petit tour pour savoir qui est dans la salle. C'est toujours intéressant de savoir qui est là pour nous écouter. Est-ce qu'il y a des responsables RSE dans la salle ou des gens qui sont en charge des sujets RSE dans leur entreprise? Est-ce que vous pouvez lever la main? Il y en a beaucoup. Donc c'est que ce sujet-là a bien trouvé sa cible. Et donc parmi vous, donc parmi les responsables RSE, est-ce qu'il y en a qui sont membres du CODIR ou membres du COMEX? Donc il y en a un petit peu, mais quand même un petit peu moins. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont membres COMEX CODIR, mais qui n'ont pas en charge les sujets RSE? Une personne. Ok, merci. Et donc parmi vous tous, qui considère qu'en ce moment, les temps sont quand même un petit peu difficiles et que vous avez des difficultés pour avancer vos sujets? Je dirais une petite moitié de la salle. Et du coup, qui est-ce qui trouve que tout va bien et que les sujets avancent bien et qu'il n'y a pas de problème particulier? Eh bien, félicitations, vous avez de la chance. Je pense qu'Estelle aurait pu aussi lever la main. Et puis, peut-être pour terminer, est-ce qu'il y en a qui sont complètement déprimés, qui ont vraiment besoin d'avoir des conseils de la part d'Estelle parce que les temps sont vraiment particulièrement difficiles chez vous? Personne n'est complètement... Ah, il y a une demi-déprime ici. Et il faut savoir que chez Hatch, c'est un peu notre rôle aussi parfois, en plus d'apporter du conseil à nos clients, d'être l'écoute, d'être l'oreille bienveillante. Et parfois, on a l'impression d'être un peu aussi le coach et le psy de nos clients. Donc, si on a besoin de parler, on pourra faire ça aussi après. Du coup, je vous propose de commencer. On va avoir à peu près une demi-heure de discussion avec Estelle. Et puis derrière, le but, c'est que vous puissiez aussi nous poser vos questions. Donc, on laissera à peu près un quart d'heure pour les questions à la fin. Donc Estelle, je te laisse peut-être te présenter, nous dire qui tu es. Présentation pour commencer. Plus sur Thom. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et merci Sébastien de me laisser l'opportunité d'échanger avec vous sur ce sujet important. Je dis toujours qu'on a la chance d'être dans un métier dans lequel il n'y a pas de compétition. Au contraire, on nourrit tous le même objectif. Donc, ces temps produirables d'échanges, de bonnes pratiques sont hyper importants. En tout cas, pour moi, ils l'ont toujours été. Alors, pour me présenter rapidement, donc je suis directrice RSE du groupe Thom. Je vous en parle juste après. J'ai eu la chance, effectivement, alors j'ai un parcours orienté 100% retail, mais j'ai eu la chance d'y faire plusieurs métiers. Puisque j'ai été directrice commerciale, DRH, directrice RSE depuis 4 ans. Je ne suis pas encore psy, malheureusement, mais voilà. Et en ce qui concerne notre groupe, eh bien, le groupe Thom, c'est un acteur majeur de la bijouterie accessible, avec 9 marques qui sont... alors, l'immense majorité, je crois que je suis allée un
tout petit peu trop vite. Voilà. L'immense majorité de notre business se fait sur des marques de généralistes, des bijouteries généralistes. Vous devez connaître certainement Histoire d'Or, Marc Orient ou Trésor, mais on a aussi des marques généralistes en Italie, en Allemagne, dans d'autres pays. On a une partie de notre activité aussi sur le bijou fantasy, avec une marque qui a encore pas mal de notoriété qui s'appelle Agatha. Et puis on a une activité de wholesaler. On est donc 9 marques réparties dans 7 pays dans le monde, un peu plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, 1100 points de vente, un peu plus de 1100 points de vente et 6000 collaborateurs pour vous positionner un peu le groupe. En ce qui concerne le contexte, nous, on est un groupe qui a eu un grand développement assez rapide. Sur une dizaine d'années, on s'est développé fortement, tant sur le like-for-like que aussi beaucoup sur la croissance externe. Et on continue pour l'instant à surperformer par rapport à notre marché, mais avec effectivement une tendance qui n'est plus du tout la même que celle qu'on a connue. On est des retailers, on est des bijoutiers retailers, et on sait que le retail est vraiment sous pression. Alors, il n'y a pas que le retail, mais en tout cas, le retail est sous pression depuis quelques temps. Et voilà, donc on a une forte culture d'entreprise qui est très orientée business, très orientée retail, orientée aussi autour de l'humain, parce qu'on a la chance d'avoir un président qui a gravi tous les échelons de l'organisation. On surperforme le marché, mais pour autant, beaucoup moins qu'avant. Et comme je pense nombreux d'entre nous, on est en ce moment sous des budgets plus contraints. Et s'ils sont contraints pour tous les métiers, ils sont aussi contraints pour la RSE. Donc voilà, en tout cas, en ce qui concerne le contexte. Merci Estelle. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc toi, en tant que directrice RSE chez TOM, est-ce que tu te sens plutôt passager clandestin ou copilote stratégique ? Alors, en toute humilité, je pense que j'ai la chance d'être copilote stratégique. Alors, c'est lié à plusieurs facteurs. Je pense qu'effectivement, c'est plus facile de l'être, et je pense à ceux qui ont levé la main, quand on a le bon rattachement. Et moi, je suis rattachée au CIO du groupe. Et donc, je contribue, je travaille avec le comité exécutif. Je participe au comité exécutif. Donc, effectivement, c'est plus facile. Ensuite, nous, on a une stratégie, c'est que d'entrée de jeu, mon département, il existe depuis 4 ans maintenant, d'entrée de jeu, on a décidé d'intégrer au cœur des métiers la RSE. C'est-à-dire qu'on est un groupe de 6000 collaborateurs. À la RSE, on est 2. J'ai un collaborateur qui est en charge des reporting et moi-même, parce que notre objectif est d'entrée de jeu, responsabiliser les métiers. Donc, on a un plan de développement responsable avec des engagements. Et pour tenir ces engagements, on a une vingtaine de projets qui sont portés par des chefs de projet qui ne font pas que ça, qui sont des chefs de projet métiers, mais qui effectivement sont très sensibilisés sur ces sujets-là et qui nous permettent d'infuser tous les sujets de RSE petit à petit. Donc voilà, ça c'est notre stratégie, vraiment infuser la RSE dans les métiers et faire porter la transformation par les métiers et pas juste par un département RSE. On s'est d'ailleurs posé la question, est-ce qu'il faut des ambassadeurs, des référents ? Et finalement, on s'est dit non, ça va être une usine à gaz, on a 1100 points de vente, il nous en faudrait un dans chaque point de vente. Et puis, on a eu peur que ça déresponsabilise les métiers. Donc, notre objectif, c'est vraiment infuser dans l'ADN de chacun les sujets RSE. Tu mentionnes le fait d'être attaché au CEO comme un facteur en fait, de succès pour ta fonction. Je sais que ça n'a pas toujours été le cas et on le voit dans la salle, il y a beaucoup de responsables RSE qui ne sont pas forcément au CODIR. Est-ce que tu peux nous dire en quoi tes différentes affectations ont pu avoir un effet sur ton métier et est-ce que du coup la RSE a toujours été un sujet stratégique et comment tu as réussi à en faire toujours un sujet stratégique malgré les différents rattachements ? Alors, j'ai eu 3 rattachements différents en 4 ans. Et c'est vrai que je me suis posé pas mal la question. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est rencontrés avec Sébastien. Je lui ai demandé conseil sur ce sujet-là. Alors, on pourrait se dire 3 rattachements en 4 ans. Est-ce que c'est stable ? Est-ce que c'est positif, effectivement, pour intégrer la stratégie RSE dans la stratégie du groupe ? Eh bien, moi, j'ai eu cette chance, de commencer par être attachée, effectivement, au président. C'était au début, effectivement, de l'histoire. Quand je dis au début de l'histoire, ça ne veut pas dire qu'on ne faisait pas de RSE avant, mais qu'on a décidé de structurer et d'accélérer. Être attaché au président, ça a permis d'embarquer les dirigeants,
Donc, les sensibiliser, d'avoir une vraie prise de conscience, parce que je pense que quand on n'a jamais fait un bilan carbone et qu'on n'a pas idée de l'impact du scope 3, on ne se rend pas bien compte de l'impact de son activité. Donc, j'ai été rattachée pendant 1 an au président et ça a permis de construire la stratégie avec les dirigeants. Ensuite, j'ai été rattachée au CFO du groupe. Alors, ça m'a chagrinée, pour être très transparente au début. Et en fait, ça a beaucoup aidé. Parce qu'on travaille énormément, alors nous dans notre groupe avec les équipes finances, parce que ce sont elles qui sont en charge des reporting extra-financiers. Et on sait à quel point c'est important. C'est vraiment ce qui nous permet de mesurer l'efficacité de nos actions. Donc ça a vraiment permis de me rapprocher d'eux, de leur donner du sens et d'optimiser le travail de collecte et de reporting. Et puis, ça a aussi permis à l'entreprise de s'engager dans ce qu'on appelle des Sustainability Linked Bonds. Donc, c'est des entreprises qui lèvent une dette, qui empruntent de l'argent avec des taux préférentiels si elles respectent certains objectifs environnementaux, entre autres, assez ambitieux. Donc, effectivement, ça aide et ça soutient la cause. Et puis, mon troisième rattachement, c'est celui que j'ai actuellement. Et c'est le bon moment parce que, une fois qu'on a posé les objectifs, qu'on a défini nos engagements, nos KPI, il faut se lancer dans la transformation. Et là, la transformation, c'est avec l'exécutif qu'on peut la faire. Faire avancer les sujets RSE dans une organisation, en particulier quand il y a des difficultés économiques ou que les sujets sont peut-être un petit peu plus tendus, ça reste un challenge. On le voit, il y a beaucoup de personnes qui trouvent que c'est difficile. Quels conseils tu pourrais donner, toi, comment est-ce que tu gères ce sujet-là, peut-être en termes de posture notamment, pour faire en sorte que ces sujets restent une priorité pour l'organisation dans son ensemble et pour le COMEX en particulier? Alors, la première chose, c'est de garder les dirigeants embarqués dans la démarche. Il ne suffit pas de les avoir embarqués une fois pour qu'ils vous suivent tout le temps. Nous, on a commencé, comme je vous ai dit, avec le président et le comité exécutif, à faire un diagnostic, à prendre conscience, à échanger aussi avec d'autres dirigeants qui se posent les mêmes questions ou d'autres qui étaient un peu plus matures. On a défini notre stratégie, mais il faut régulièrement les acculturer. Nous, ce qui marche bien chez nous, je vous ai dit, on a une forte culture retail, c'est les challenger avec du benchmark pour qu'ils soient très au fait de ce qui se passe dans notre activité. Et ça, c'est un point important pour les garder mobilisés. Savoir comment ça se passe dans l'activité, comment les choses avancent, c'est un point très, très important. Je dirais aussi que la communication a vraiment son importance. Il ne faut pas se limiter au CODIR ou au COMEX pour communiquer. Je pense qu'en tant que responsable RSE, on a une vraie légitimité à prendre la parole en direct auprès des collaborateurs. Et un point important, c'est simplifier au maximum le message. On sait que notre activité est complexe. On a des tonnes de sujets qui sont très complexes. Il faut effectivement savoir simplifier le message pour avoir plus d'impact. Et donc, pour le faire, moi, je sais que je consacre beaucoup de temps à la communication interne avec les collaborateurs. Il faut se servir des canaux de communication interne existants qui fonctionnent déjà bien. Ça ne sert à rien de faire des usines à gaz. Et il vaut mieux avoir des temps de messages courts, mais plus impactants. Et puis, il faut aussi choisir ses priorités. On ne peut pas parler de tous nos sujets à tous les collaborateurs en même temps. Donc voilà, je dirais que c'est garder les dirigeants bien embarqués. Il ne suffit pas de les sensibiliser une fois pour qu'ils vous suivent à vie. Et puis communiquer en direct, par la voie managériale aussi, mais en direct avec les collaborateurs. Garder ton COMEX impliqué et embarqué, entre guillemets, c'est facile à dire. Comment est-ce que tu arrives à le faire ? Alors, comment j'arrive à ce que je viens de te dire, il faut régulièrement... alors, je reprends. Il ne faut pas vouloir à tout prix intégrer vos sujets dans tous les CODIR. Ce qu'il faut, c'est effectivement, comme je le disais avant, prioriser vos sujets. Nous, on a aussi la chance d'avoir les chefs de projet qui portent les projets et qui les portent de plus en plus.
Au début, c'était un peu complexe, c'était des sujets nouveaux, ils les portent de plus en plus. Et on s'appuie aussi sur ces chefs de projet pour porter les sujets auprès du CODIR. Et puis continuer, effectivement, comme je disais, à communiquer en direct avec les équipes. Et pour leur donner envie de laisser un temps d'échange avec la RSE, il faut des messages clairs et simples. Nous, l'immense majorité de notre population, ce sont des conseillères de vente ou des conseillers de vente. Eh bien, en fait, si on leur parle de manière trop technique de la certification ou des achats responsables, ça ne va pas les toucher. Il faut trouver le moyen de pouvoir les toucher simplement avec des sujets qui les impactent. Et puis, je dirais une dernière chose pour pouvoir garder le CODIR mobilisé, c'est qu'il faut vraiment être business partner. Il faut tenir compte des contraintes business de nos équipes. Par exemple, nous, on a mis en place un nouvel ERP. Eh bien, c'était peut-être pas le moment d'aller ennuyer les fonctions support parce qu'on sait qu'elles étaient très mobilisées sur cet ERP. Nous, notre deuxième exemple, notre temps business, c'est le mois de décembre. Eh bien, au mois de décembre, ce n'est pas le moment, effectivement, d'aller communiquer avec les équipes sur la RSE, parce que c'est vraiment le moment du business. Donc, il faut vraiment tenir compte des contraintes business pour pouvoir faire de telle sorte que le CODIR te suive. On travaille ensemble depuis assez longtemps. Moi, ce que je trouve assez spécifique chez Tom, et ce qui marche très bien, c'est que quand on fait avancer les sujets RSE, en fait, on a l'impression de ne pas parler de RSE. On a l'impression de parler business et de parler de l'activité de l'entreprise. Et c'est pour ça, je pense que ça aussi, ça parle au COMEX, ça parle à tout le monde parce que vous faites de la RSE sans vraiment vous en rendre compte parce que c'est complètement intégré dans l'organisation. Et ça, je pense que c'est une des recettes clés et hyper importantes. Et on a beaucoup de clients chez qui, en fait, on évite de parler RSE parce que c'est devenu un mot un petit peu stigmatisant où il y a des réactions peut-être un petit peu épidermiques. Il y a une mauvaise image de la RSE qui est devenue peut-être un peu trop réglementaire et parfois un petit peu trop procédurière et que ce n'est pas la meilleure façon d'embarquer les équipes, d'embarquer les collaborateurs et d'embarquer le COMEX. Et je trouve que tu réussis à bien personnaliser en fait, ce rôle-là dans ta fonction. Oui, tu es la responsable RSE, mais en fait, c'est la RSE au service du business. Et quand vous parlez avec toi, on ne parle pas de RSE, on parle en fait de pérennité de l'organisation. Je pense qu'un autre élément que tu arrives à très bien gérer, c'est que tu as réussi à identifier des alliés et tu n'es pas la seule à porter ces sujets-là. Est-ce que tu peux nous dire peut-être un peu plus sur qui sont tes alliés chez Tom et comment est-ce que du coup tu arrives à travailler ces sujets-là, que ce ne soit pas uniquement ton sujet à toi? Alors, moi, mes plus grands alliés, ce sont nos chefs de projet, donc nos 20 chefs de projet. C'est bien sûr le COMEX. Et un point important que je n'ai pas évoqué, c'est que le COMEX est aussi embarqué parce que tous les membres du COMEX sont sponsors d'au moins un de nos projets. Donc, ils sont impliqués aussi dans les projets de notre plan de développement responsable. Et ils sont incentivés sur ces projets. Donc, ça, c'est important. Et c'est la même chose pour nos chefs de projet. Malgré tout, je pense que tout n'est pas forcément facile tous les jours. Est-ce que tu peux peut-être nous parler aussi de cas où c'était un petit peu plus difficile et comment est-ce que tu as réussi à contourner le problème et faire en sorte que tes sujets avancent malgré tout? Je vais prendre l'exemple de la collecte des données. J'ai effectivement un collaborateur qui est dans la salle et qui est en charge de ce sujet-là. La première fois qu'il a fallu collecter des données, par exemple les données de bilan carbone, ça a été extrêmement compliqué. Ça a été compliqué pour nous, pour la finance et pour tous les collecteurs parce que c'était des datas, des données qu'on n'avait pas du tout l'habitude de travailler, d'extraire, de collecter. On s'est dit, on va trouver un super outil qui va nous aider à structurer tout ça, à intégrer les données directement. Donc, on avait l'impression de bien faire. Et en fait, on y a passé beaucoup de temps. Il a fallu les accompagner individuellement parce que nous-mêmes, on apprenait. Voilà, donc on s'est dit, je vais beaucoup vous parler de simplification parce que la simplicité, c'est vraiment une de nos valeurs fondatrices et qui est importante pour nous parce qu'elle nous permet d'être plus efficaces. Donc, sur ce sujet-là, on s'est dit, comment on simplifie les choses? Et bon, pour simplifier les choses, il faut avoir le bon outil. Donc notre partenaire, on a eu la chance, notre partenaire a simplifié cet outil pour qu'il soit beaucoup plus user-friendly.
Et puis on s'est dit, il faut qu'on donne du sens à tout ça, parce qu'un collecteur à qui on demande de remonter des données sur le transport, sur les poids de diamants ou d'or qu'on achète, etc., si on ne lui explique pas à quoi ça sert, ça ne fonctionne pas bien. Et puis on s'est dit, il faut apporter de la méthode, partager les bonnes pratiques. Donc un meilleur outil plus simple, une méthode simple et structurée, parce que sinon on aurait pu passer des années à passer 1 mois ou 2 mois à collecter des données. Et ça c'est compliqué pour nos collecteurs, pour nos chefs de projet, parce que c'est des contraintes supplémentaires qu'ils ne comprennent pas toujours. Donc voilà, sur ces sujets-là, il faut leur simplifier le travail pour les embarquer. Plus c'est contraignant, moins ils seront avec vous. On a travaillé ensemble sur plusieurs sujets. Donc, on a fait la double matérialité, l'analyse de double matérialité ensemble. On a travaillé sur la révision de la stratégie RSE pour intégrer les enseignements de la double matérialité dans votre plan stratégique WITOM. Là, on est en train de travailler sur un rapport de durabilité volontaire qui sera publié l'année prochaine. On a évoqué des sujets sur les achats durables, sur la gestion de crise, sur l'évolution du métier du retail dans 10 ans. En fait, à chaque fois qu'on parle chez Tom, on a affaire à différents intervenants, ce qui est assez unique parce que souvent, chez nos clients, on a un point de contact qui est le responsable RSE. Et du coup, c'est très riche pour nous en tant que cabinet de conseil. Mais est-ce que c'est pas ça aussi la raison du succès des sujets RSE chez Tom? C'est que ils sont vraiment diffusés dans plein d'endroits de l'organisation et ça responsabilise un petit peu différents départements. En tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on trouve d'assez spécifique et d'assez remarquable. Alors effectivement, c'est ce que je disais au début, c'est l'infusion de la RSE dans tous les métiers qui fait qu'on est plus efficace. Après, pour rebondir sur le travail qu'on a fait ensemble, alors déjà, si on a fait le choix de travailler avec Hatch, c'est parce que chez Hatch, on a des consultants qui connaissent la vie du business, la vie de l'entreprise. C'est le cas de Sébastien et de ses associés, donc c'est ce qui a fait toute la différence. Et puis ensuite, ils nous ont apporté aussi une approche simplifiée de la CSRD pour que ça soit pour nous plus une opportunité qu'une contrainte. En fait, ça a été l'opportunité, entre autres quand on a fait cette double étude de matérialité, de faire une introspection sur la stratégie, de remettre en question notre plan de développement responsable, mais aussi de se benchmarker et de remettre en question la stratégie et surtout de se projeter à long terme. Parce qu'en fait, notre problème du jour, je pense que dans nos métiers à nous, c'est que compte tenu des contraintes business, on est confronté au très court terme. Et nous, on est sur des sujets qui sont à plus long terme. Et donc la CSRD, on s'en est servi avec l'aide de Hatch comme une opportunité, effectivement, de revoir la stratégie. Et là, effectivement, ça intéresse tous les membres du COMEX, avec tous leur niveau d'expertise. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont embarqués dans le sujet, parce qu'ils sont partie prenante. Ils ont été partie prenante dès le début dans la construction de la stratégie, et ils le sont continuellement parce qu'on les implique. Et quand on leur montre l'intérêt, effectivement, à y consacrer un peu de temps, ils sont au rendez-vous. Donc la CSRD, elle a été décalée. Pour vous, les obligations de la CSRD, c'est 2028 maintenant. Oui. Malgré tout, vous avez décidé d'écrire un rapport de durabilité volontaire. Pourquoi est-ce que vous faites ça alors que rien ne vous y oblige ? C'est alors l'occasion, de se professionnaliser sur la collecte des données, les KPI, etc. Je vous en parlais, je pense que c'est un problème pour tout le monde. Donc ça a été l'occasion de se poser la question, quels sont les bons KPI à suivre. N'en suivons pas trop, suivons les bons. S'assurer qu'ils sont bien harmonisés. Nous, on est dans plusieurs marques, plusieurs pays. Je peux vous dire qu'il n'y a pas forcément 2 pays qui ont la même définition du turnover, par exemple, si je prends un KPI social. Donc c'est vraiment l'occasion d'harmoniser ces process, de se professionnaliser et de structurer. Et puis, c'est l'occasion, comme je le disais, d'avoir une vision un peu haute de ce qu'on fait. Une fois par an, on fait le point, on fait le bilan, on regarde où on en est par rapport à ces engagements et on regarde comment on peut communiquer aussi par rapport à ça. On fait très attention à la façon dont on communique en externe, autant la com interne, moi je dis que c'est 30% de mon métier, autant la com externe c'est très important, mais on ne souhaite pas communiquer, enfin on souhaite communiquer avec un vrai discours de preuve. On préfère ne pas communiquer tant qu'on n'a pas des choses très concrètes à évoquer. Et donc, faire le rapport de durabilité, c'est
aussi se poser les bonnes questions sur comment on communique sur les actions qu'on a menées. Ça, c'est un point important. Nous, on est convaincus qu'un rapport de durabilité, ça doit être un outil de communication. Il faut absolument que ce soit un rapport qui soit lu et pas que ce soit juste un rapport qui soit à destination des analystes financiers. Et pour qu'il soit lu, il faut qu'il soit intéressant. Et pour qu'il soit intéressant, il faut qu'il y ait effectivement les bons plans d'action, les bonnes initiatives et la bonne participation un petit peu de tout le monde dans la rédaction de ce rapport. Donc, tout l'enjeu des mois et des semaines à venir, ça va être de rendre ce rapport fidèle à ce que vous faites et que ce soit un moyen de valoriser toutes les actions que vous avez déjà mis en place et puis aussi de vous projeter sur l'avenir. Donc, on a hâte de lire ce rapport quand il sera publié prochainement. Je vois que le temps tourne, peut-être juste avant de laisser la question à la salle. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil à donner à une personne qui prendrait son poste dans une entreprise post-RSE, nouvel arrivant, soit un poste qui est créé, qui n'existait pas avant, soit en remplacement de quelqu'un? Alors, je vais prendre mon exemple. Moi, effectivement, j'avais la chance de connaître l'entreprise. J'étais directrice commerciale auparavant. Ça fait 12 ans que je suis dans l'entreprise. Donc, effectivement, j'avais l'habitude de travailler avec tous les métiers, de bien connaître tous les métiers. Et quand on arrive, alors j'avais à contrario pas forcément l'expertise RSE, et je pense que de toute façon, on apprend toujours dans ce métier, donc il faut savoir se faire entourer d'experts. Mais quand on arrive et qu'on ne connaît pas le mode de fonctionnement de l'entreprise, et ça c'est hyper important chez nous, il faut prendre le temps du onboarding, prendre le temps de l'intégration. Je pense qu'il vaut mieux passer 2 mois à comprendre comment fonctionnent les métiers, à les voir sur le terrain. Nous, on a toujours un temps de passage en magasin pour comprendre comment fonctionnent nos magasins, quelles sont les attentes de nos équipes, quelles sont les attentes de nos clients. Et ce temps-là, il est précieux parce qu'il vous fera gagner 10 fois plus de temps après et il vous permettra de comprendre les meilleurs canaux de communication, quels sont les plus efficaces, quelles sont les personnes à toucher, quels sont ceux qui vont pouvoir porter vos projets parce qu'ils ont l'expertise, parce qu'ils ont la sensibilité, comment fonctionnent les CODIR et le COMEX. Voilà, prendre le temps de l'intégration, pour moi, ça me semble très, très important. Un deuxième conseil, c'est ne pas sous-estimer la communication. C'est pas parce qu'on a fait un exercice de sensibilisation, nous on a fait la fresque du climat pour tous les collaborateurs, c'était super, c'était il y a 3 ans. Eh bien, il faut toujours sensibiliser, sinon il se passe ce qui arrive un peu en ce moment. Voilà. Et puis dernier conseil, simplifier au maximum vos messages, prioriser, simplifier. On ne peut pas courir tous les lièvres en même temps. Il vaut mieux effectivement choisir quelques sujets qui touchent et quelques sujets sur lesquels il y a le plus fort impact pour pouvoir embarquer tout le monde. Super, merci Estelle. Donc je retiens dans les petits conseils que tu nous as donnés aujourd'hui, impliquer son CODIR, faire en sorte qu'il soit complètement partie prenante de la manière dont vous avez travaillé les sujets. 2, faire des sujets RSE, des sujets stratégiques, des sujets business. 3, trouver des alliés en interne, ne pas être la seule à porter ces sujets-là. Et puis 4, faire l'effort de simplification avec aussi le fait de garder en tête peut-être les timings, les temps forts et avoir la bonne temporalité et les contraintes des uns et des autres. Merci Estelle pour tous ces conseils. On va laisser la parole au public. Est-ce que vous avez des questions? Il y a Jeanne, je crois, qui va faire circuler les micros. Bonjour et merci pour votre témoignage. 2 questions. La première, comment vous avez travaillé avec les RH pour intégrer dans les primes des chefs de projet et des membres du COMEX le fait que justement ces projets doivent avancer, les projets RSE, alors que du coup initialement ça n'est pas dans leur fiche de poste. Et deuxième question, comment vous êtes passée de directrice commerciale à directrice RSE? Est-ce que vous avez suivi une formation? Enfin, c'est parce qu'en termes de légitimité, je trouve que c'est intéressant de comprendre aussi cette transition. Alors, pour répondre à la première question, c'est aussi avec les dirigeants, entre autres avec mon CIO, qu'on a travaillé sur l'intégration des objectifs, des incentives dans les contrats de variables des dirigeants. Et la RH a plutôt été là pour nous aider à le mettre en œuvre. On travaille aussi à incentiver tous les collaborateurs. On y arrive en France, on n'y arrive pas encore dans les autres pays. Par exemple, on a nos collaborateurs magasins qui sont incentivés sur les consommations d'énergie et c'est très efficace.
Voilà, donc l'ARH nous aide à mettre en œuvre, mais il faut effectivement que d'entrée de jeu, les dirigeants soient alignés avec ça. Ça, je rebondis sur ce que dit Estelle, c'est un point hyper important. Ce sujet ne peut passer que si le comité de direction est convaincu. Pour être convaincu, il faut qu'il soit embarqué et il faut que ça s'aligne effectivement avec la feuille de route du groupe en fait. Et c'est le rôle du responsable RSE, mais aussi beaucoup du cabinet de conseil quand il y a un cabinet de conseil. Nous, c'est un message qu'on passe systématiquement chez nos clients. Et puis, ça doit être l'ensemble du CODIR en fait qui est moteur et qui apporte ce changement-là. Mais c'est un changement qui est hyper important et très structurant parce que ça permet d'aligner véritablement les discours et les intentions et les faits en fait et les plans d'action. Et ensuite, comment je suis passée de directrice commerciale à directrice RSE? Bon, je pense que dans mon cursus, j'ai aussi été DRH, donc j'ai une vraie sensibilité pour les sujets sociaux. Mais je pense que la cohérence de tout ça, c'est que quand on est directeur ou directrice commerciale, on a une vision globale du fonctionnement de l'entreprise, de son organisation, de son mode de communication, qui, moi, m'a beaucoup aidée. Alors, c'est vrai qu'au début, je vous avoue que les 3 premières semaines, je me suis dit, ouf, par quoi on commence? La montagne est tellement haute. Et puis après, il faut aussi, quand on n'est pas expert, savoir se faire entourer d'experts. Et c'est comme ça qu'on apprend. Et moi, je trouve que la légitimité du responsable RSE dans l'entreprise, elle est souvent plus difficile si on ne connaît pas bien le métier, si on ne connaît pas bien la culture de l'entreprise, plutôt que venir de l'interne et passer sur des sujets RSE. On a des clients pour qui c'est extrêmement dur et c'est souvent des clients qui sont un peu parachutés dans une entreprise qu'ils ne connaissent pas, où ils n'ont pas les bons réseaux, où ils n'ont pas les bons relais et où ils n'ont pas la culture de l'entreprise et du coup beaucoup plus de difficultés pour faire avancer ces sujets-là. Et c'est vraiment ne pas perdre de temps que de passer du temps à comprendre ces sujets-là et voilà, prendre le temps de l'intégration, connaître, faire son réseau au sein de l'entreprise. C'est hyper important. Je crois qu'il y avait une autre question devant. Question Déjà, merci pour votre témoignage. Personnellement, j'ai connu 4 patrons en 2 ans, donc je fais un peu mieux. Donc ma question, elle porte sur l'énergie, comment garder son énergie, ne pas s'épuiser. Et notamment, vous mentionniez que vous aviez... Donc, je ne connais pas les membres de votre COMEX, mais j'imagine qu'il y a forcément des passagers clandestins, des gens un peu plus réfractaires. Ils sont peut-être tous membres, sponsors des projets, mais est-ce qu'il y a des projets sur lesquels vous avancez pas assez vite, où il y a des conflits, et comment on gère, en tant que directeur RSE, son énergie dans ces cas? Alors, des conflits, oui, il y en a un peu, mais ce qu'on fait quand on est directeur RSE, c'est qu'on priorise ces sujets. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas de conflit avec la direction des achats, avec les general managers des pays. Voilà. Globalement, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait beaucoup de conflits. Tu as vécu le COMEX, on est plutôt très alignés. Et vraiment, à partir du moment où on est business partner et où on donne du sens, c'est beaucoup plus efficace. C'est beaucoup plus efficace. Donc, j'ai pas le sentiment qu'on est. Enfin, je sais pas. En fait, je trouve que le COMEX chez Tom est un COMEX où il y a une vraie liberté de parole, où tout le monde s'exprime librement et où il y a une volonté de décision. Et quand la décision est prise, tout le monde applique la décision sans remettre en cause la décision. Donc, c'est un COMEX qui fonctionne bien et c'est sûr que ça aide. Mais cette liberté de parole et d'échange, je trouve, est une force du COMEX chez Tom, ce qui fait que ceux qui ne sont pas d'accord peuvent s'exprimer et derrière, il y a des échanges et il y a des décisions qui sont faites. Après, tout n'est pas tous les jours facile. Je vous parlais de canaux de communication existants. Nous, on a un rendez-vous annuel qui est la convention dans chaque marque, dans chaque pays. Et depuis 4 ans, je prends le temps, effectivement, d'aller parler des sujets RSE de manière très concrète aux collaborateurs. Eh bien, effectivement, parfois, il faut un peu se battre. Tu as 10 minutes de temps de parole, on va réduire à 5 minutes. Donc voilà, il faut, encore ce matin. Mais quand on explique pourquoi il faut le faire, en général, ça passe. Et puis on s'adapte. On fait passer 2 sujets au lieu d'en faire passer 3. Ce qui est important, c'est d'ancrer
d'ancrer. Moi, je veux tous les ans pouvoir avoir l'occasion de parler aux collaborateurs parce que ça leur montre qu'on est une entreprise responsable et qu'on lâche rien sur ces sujets. Et si on doit prioriser, prioriser les 2 ou 3 sujets sur lesquels ils ont une action directe ou des sujets qui donnent du sens à leur métier. Et ce point-là, il est important parce qu'on voit dans beaucoup d'organisations qu'il y a plein de petits sujets RSE qui traînent dans plein de divisions et dans plein de départements. Et qu'en fait, il y a un manque d'alignement sur quelles sont les 2-3 grosses priorités. Et ce travail, en fait, à la fois d'évaluation de tout ce qui est fait, donc un espèce de diagnostic de toutes les pratiques, et un alignement sur les 2-3 grosses priorités et faire en sorte que chacun soit bien convaincu de ces sujets-là. Ça aide souvent à faire avancer les sujets. Alors, il y a une phase de renoncement qui est acceptable et qui est difficile à vivre parfois parce qu'on n'est pas forcément convaincu qu'il faut abandonner ce projet-là, mais souvent, ça permet de libérer du temps et des moyens pour faire avancer d'autres sujets qui sont peut-être un petit peu plus prioritaires. C'est ce qu'on a fait cette année. Je vous disais qu'on était sous des budgets plus contraints. Effectivement, on a dû prioriser certains projets par rapport à d'autres. Ça ne veut pas dire qu'on les abandonne. Ça veut dire qu'on les postpone, qu'on les décale un peu dans le temps. Mais oui, il y a une part de renoncement qu'il faut faire parce qu'il vaut mieux avancer sur les quelques sujets prioritaires plutôt que pas avancer du tout. Et d'épuiser tout le monde. Et d'épuiser tout le monde. Donc, notre objectif, c'est toujours d'améliorer l'impact le plus vite possible. Et après, un autre conseil que je pourrais donner pour garder un bon niveau d'énergie, c'est créer un réseau de responsables RSE en dehors de l'entreprise. Parce que souvent, vous êtes un peu tout seul, un peu isolé, avec pas grand monde qui comprend ce que vous vivez au quotidien. Et parler entre pairs, c'est quelque chose qui est souvent hyper important. C'est hyper important. Essayez de créer votre réseau de responsables RSE. Vous n'êtes pas concurrent, vous êtes collaborateurs dans le fait de faire avancer les mêmes sujets en même temps dans différentes organisations. Donc ça, c'est effectivement, important. dans notre métier, c'est plus facile que dans d'autres. Quand j'étais directrice commerciale, j'avais plus de mal à créer mon réseau. Quand on est en RSE, c'est un point hyper important. Ce temps-là, par exemple, pour moi, moi, je me nourris toujours des conférences pro-durables, des échanges de bonnes pratiques et voilà. Il y a plein d'autres façons de le faire, mais c'est comme ça aussi qu'on se remet en énergie. Et chez Hatch, on organise un petit déjeuner une fois par trimestre avec nos clients et pas forcément que nos clients pour justement échanger entre responsables RSE sur différentes thématiques. Donc, c'est un format qui fonctionne bien. Je crois, Estelle, tu es venue déjà 2 fois. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Concernant la gouvernance du COMEX et pour les aider à prendre les bonnes décisions dans leurs choix stratégiques, avez-vous mis en place un outil d'aide à la décision, une matrice de compatibilité avec vos engagements, quelque chose qui soit objectivable, on va dire, par rapport à leurs décisions? Alors, nous, on est dans la simplicité, donc on n'a pas effectivement ce type d'outil. Par contre, on a une gouvernance, on a mis en place un comité RSE, court, très court. Le président, le CFO, le CIO et moi-même. On y invite régulièrement nos chefs de projet. Et on a en parallèle régulièrement, tous les mois, des COMEX dans lesquels on a un temps d'échange. Mais quand il faut trancher, in fine, c'est le comité RSE qui décide. Alors après, effectivement, temps de travail, comme ce qu'on a fait autour de la CSRD avec le COMEX, mais on a un organe, un comité RSE qui tranche, qu'on informe et qui tranche sur les sujets. On ne se réunit pas tous les mois, on se réunit quand on en a besoin, donc c'est en général tous les 3 mois, tous les 3-4 mois. Mais voilà, on tranche avec cet organe de décision. Ce qu'on a fait notamment quand on a présenté la double matérialité, l'analyse de double matérialité de Tom, et en fait beaucoup de sujets qui sont matériels chez Tom, ça ne veut pas dire que tous les sujets vont être traités au même niveau de priorité dans l'organisation. Donc la manière dont on a restitué cette double matérialité, c'était avec le COMEX, c'était de leur demander à chaque fois, ce sujet-là, il est matériel pour vous, mais est-ce que pour autant vous voulez en faire un sujet prioritaire, identitaire, différenciant, sur lesquels vous allez mettre beaucoup de moyens et qui demain sera peut-être un point de différenciation par rapport à vos concurrents? Ou est-ce que c'est un sujet sur lequel vous savez que vous allez être à travailler, mais vous n'allez pas forcément vouloir en faire un sujet de différenciation particulier, et donc c'est plutôt un sujet de conformité. Et ce travail de est-ce que c'est un sujet prioritaire ou est-ce que c'est un sujet de conformité, je pense qu'il a été assez intéressant pour justement faire débattre tout le monde sur qu'est-ce qu'on va vraiment utiliser comme levier, et là où on va mettre vraiment des moyens en interne. Et c'est un débat qui a bien fonctionné. Il y a le temps du débat effectivement en COMEX, et puis ensuite le comité RSE qui
qui tranche. Par exemple, les budgets, on les construit avec les chefs de projet et les membres du COMEX, puisqu'ils sont sponsors. On va vendre ce budget, hein, je porte le budget RSE, mais à la fin, effectivement, c'est le comité RSE qui tranchera sur les priorités. Et jusque-là, ça s'est très bien fait, puisqu'on a pris les sujets à fort impact, tant social qu'environnemental. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre sincérité et transparence, ça fait du bien. Moi, j'avais une question un peu plus, je dirais, par rapport à la place stratégique de la RSE. Et ça m'intéresse de savoir comment vous êtes passé de la partie finance à la partie transfo. Et si justement, aujourd'hui, c'est la bonne place pour la RSE. Enfin, en tout cas, est-ce que ça aide à l'action? Est-ce qu'il y a des signes qui permettent de dire que là, c'est au bon endroit? Oui. Aujourd'hui, je pense que c'est la bonne place et je pense que les différents rattachements sont arrivés au bon moment. Comment on passe? Là, j'ai dû me battre un peu. Voilà, j'ai demandé conseil. Parce que effectivement, il y avait une tendance il y a 2 ans à un rattachement de la RSE. Je pense que c'était en lien aussi avec le développement de la CSRD. Il y avait cette tendance-là. Moi, j'y étais, pour être très honnête, un peu réfractaire au début. Et en fait, alors déjà, j'ai beaucoup appris sur ces métiers-là. Et puis surtout, je pense qu'on a vraiment, vraiment besoin d'eux. Pas juste pour se mettre en conformité, pour aussi piloter, mesurer le résultat des actions qu'on mène. Voilà. Donc parfois, effectivement, il faut se battre, mais il ne faut pas hésiter à demander conseil pour savoir si on prend la bonne direction. Et aujourd'hui, on est dans le temps de la transformation. Donc je pense qu'être attaché au CIO, pour nous, c'est la meilleure chose. Chez nos clients, on a la RSE qui est parfois rattachée au RH, qui est parfois rattachée au marketing, qui est parfois rattachée à la finance, qui est parfois rattachée au CEO, qui est parfois rattachée à la qualité. On voit vraiment plein de configurations différentes. Je dirais qu'il n'y a pas forcément de règle. S'il y a une règle, c'est il faut que le rattachement, ce soit un rattachement sincère et il faut que la personne qui est votre supérieur soit un sponsor de vos sujets et qu'il soit là pour défendre vos sujets, les faire avancer et en faire des vraies priorités. Si c'est la dernière de ces priorités, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Et donc, il vaut mieux que ce soit, je ne sais pas, le DRH, s'il est vraiment convaincu et qu'il est influent et qu'il a la capacité de faire bouger les choses, plutôt que ce soit le CEO si ce n'est pas un sujet qui est important pour lui et que c'est un sujet qui ne sera jamais discuté. Ça, c'est un point très, très important, effectivement. J'ai eu cette chance-là. On a des dirigeants, un président et un CEO qui sont engagés dans ces sujets-là. Voilà, et qui laissent sa place à la RSE. Peut-être une dernière question? Pas de dernière question. On finit pile à l'heure. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup.